Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, c'est officiel, Henri Konan Bédié, le président du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, apporte son soutien au président Alassane Ouattara, une union qui leur avait déjà permis de remporter l'élection présidentielle de 2010. L'Égypte veut renouer avec la croissance forte et atteindre 6%. Son économie a été endommagée par 3 années d'instabilité politique. Plusieurs réformes sont ainsi à l'étude et parmi elles, la suppression des subventions sur l'énergie. Et puis difficile de poursuivre sa passion dans un pays divisé par 9 mois de conflit. Mais c'est le défi qu'a relevé John Mayle, un étudiant de 23 ans qui a construit son premier prototype d'avion depuis sa chambre au Sud-Soudan. Mais d'abord, les députés togolais ont désigné mercredi les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante pour le scrutin de mars 2015. Conformément au code électoral, l'opposition peut y occuper 5 sièges, des sièges que les deux partis devront se partager avec l'Union des forces de changement déclarée comme membre de l'opposition alors qu'elle participe au gouvernement. L'UFC a finalement obtenu 1 siège, le groupe ANC-ADDI 3 et le dernier siège revient à la coalition Arc-en-Ciel. La tournée du président Alassane Ouattara a porté ses fruits. L'ancien président Henri Konan Bédié lui apporte son soutien pour le scrutin présidentiel de 2015. Un parrainage de poids puisque le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire était l'allié qui avait permis aux dirigeants actuels de s'imposer. Ibrahima Djindjaï. Henri Konan Bédié, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a annoncé ce mercredi 17 septembre son soutien à la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015. Il s'est exprimé lors d'un meeting à Daoukro, dans le centre du pays. Le ralliement du président du PDCI en 2010 avait joué un rôle crucial dans l'élection du président Alassane Ouattara à la tête du pays lors du second tour de la présidentielle en 2010. C'est que le soutien du président Bédié à son jeune frère Alassane Ouattara est un soutien important. D'abord, nous devons comprendre que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Le président Houphouët-Boigny n'a pas pu réaliser son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays industrialisé. Il faut nécessairement que le président Bédié et M. Ouattara puissent parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation, parvenir à faire de la Côte d'Ivoire une nation industrialisée. Au regard donc de ces deux objectifs assez importants, la problématique qui se pose est de savoir comment préserver l'héritage de Félix Houphouët-Boigny. L'heure est donc au rassemblement pour les militants et les camarades du parti. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se mettre en mouvement et demander donc à toutes les bases de la Côte d'Ivoire, que ce soit des bases du PDC, du RDR, du UDPC, de l'MFA, à tous les Ivoiriens qui sont épris de paix, épris de développement, de se rassembler autour de ces messages fédérateurs. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, ce soutien a plusieurs portées, mais le débat est toujours ouvert entre les deux formations politiques. Il y a des gens qui sont mécontents au PDCI. Il y a aussi peut-être des frustrations possibles au sein du RDR. Il est important de prendre tout cela en compte et aussi d'observer comment les opposants pourront réagir, comment ça peut fouetter leur orgueil ou leur dire tout est perdu, il n'y a plus rien à gagner, on laisse tomber, ou bien maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Voici comment nous pouvons faire. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Donc, il y a un boulevard qui est ouvert. Contrairement à ce que certains pensent, l'événement qui paraît important n'est pas fait pour tuer la démocratie ou pour tuer le débat politique. Au contraire, il y a des perspectives intéressantes et il convient de les saisir pour renforcer la stabilité politique, pour renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette annonce intervient à 1 an de la présidentielle et à quelques jours du congrès du PDCI-RDA, prévu du 3 au 5 octobre 2014. L'économie avec l'Égypte qui est fragilisée par plusieurs années de crise politique et sa croissance veut atteindre les 6%. Plusieurs réformes structurelles ont donc été prises en ce sens, des initiatives destinées à redresser l'économie du pays. Les précisions d'Ibrahima Djindjaï. Depuis la révolution et les troubles sociaux-politiques qui ont suivi, l'économie égyptienne connaît des contre-performances sans précédent. Une situation qui s'explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse des recettes du secteur du tourisme, mais également la rareté des capitaux étrangers. Toutefois, on note une lueur d'espoir avec un doublement des investissements directs étrangers, estimé à plus de 6 milliards de dollars durant l'exercice 2013-2014, contre seulement 3 milliards de dollars au cours de l'exercice précédent. Les autorités veulent donc redresser le pays et veulent accroître le taux de croissance pour atteindre les 6%.
Plusieurs réformes sont prévues, notamment la suppression des subventions à l'énergie. À la fin du plan quinquennal, les taux de croissance de l'économie égyptienne auront augmenté pour atteindre les 6%. Le taux de chômage aura baissé de 14 à 10%. Le taux de pauvreté va descendre en dessous de 20% et le déficit budgétaire sera environ de 9% du PIB. Le fossé énergétique, c'est pourquoi nous mettons les investissements dans les centrales électriques en haut de nos priorités et dans nos plans énergétiques pour attirer les investisseurs. Malgré les nombreuses zones d'ombre dans l'environnement économique et politique dans le pays, le gouvernement tente bien que mal de limiter le déficit public à moins de 11 milliards de dollars. Selon notre dernière analyse et après avoir mis en place des décisions économiques concernant la levée des subventions énergétiques et d'autres étapes liées aux taxes, nous pouvons dire que ce montant s'élève désormais à un chiffre entre 10 et 11 milliards de dollars. Ceci pourrait se faire sous la forme d'investissements de bons du gouvernement qui pourraient réduire ce montant. Peut-être qu'un coup de pouce dans le secteur du tourisme pourra le faire. Cela peut aussi être fait. Même si le pays traverse une mauvaise passe temporaire, il a été capable de faire des progrès. Il y a une certaine compréhension. Il y a de nouveaux investissements du secteur pétrolier qui dépassent les 5 milliards de dollars. Les estimations montrent que c'est entre 5 et 7 milliards de dollars. L'Égypte peut compter sur le soutien financier de certains pays frères riches en or noir. Outre l'appui financier, les Émirats arabes unis fourniront environ 9 milliards de dollars de produits pétroliers à l'Égypte l'année prochaine. Et justement, 8,5 milliards de dollars, c'est le montant récolté par les autorités égyptiennes en quelques semaines pour rénover et agrandir le canal de Suez. Autre réussite, 85% des acquéreurs de certificats d'investissement sont des petits épargnants. Motivés par les 12% de taux de rendement ou par un sursaut patriotique, ils participeront à l'agrandissement du canal de 72 km. Ces travaux doivent permettre de créer 1 million d'emplois et de rapporter à terme 13 milliards de dollars chaque année. Un enjeu capital pour l'économie égyptienne dont le chômage est supérieur à 20%. Le secteur de l'aéronautique suscite bien des vocations sur le continent. Il y a un mois, c'était un avion entièrement conçu par des ingénieurs africains qui effectuait son premier vol en Afrique du Sud, mais au Sud-Soudan. C'est un lycéen de 23 ans qui a mis au point son premier appareil, comme nous le montre ce sujet de Johan Jameta. George John Mel est un jeune lycéen sud-soudanais. Passionné d'aéronautique depuis l'âge de 5 ans, Georges dessine et fabrique dans son laboratoire des prototypes d'avions comme cet appareil léger qui fonctionne grâce à un moteur à essence. Ce n'est pas mon premier travail ou ma première invention. Celui que j'ai fait avant celui-là était en fait un drone, mais je n'avais pas de système pour le contrôler à distance. Les connexions GPS et tout cela. Alors j'ai eu l'idée d'un deuxième avion qui pourrait transporter le poids d'une personne. Des idées prometteuses mais difficiles à concrétiser dans un pays où les formations en aéronautique sont inexistantes et où l'absence d'aide et de fonds entrave la réalisation de projets ambitieux. Il y a des moments où je me suis découragé parce que quand je fabrique ces choses, ils me disent que je suis fou et ce genre de remarques. Et même parfois, quand je ramène du matériel, je l'amène en douce dans la maison à travers la barrière pour qu'ils ne le voient pas. S'ils le voient, ils diront que je dépense de l'argent pour des folies. Un jour, Georges a même pris son courage à deux mains et s'est rendu au siège de l'armée de l'air sud-soudanaise pour y présenter le plan de son premier prototype avec l'espoir d'y trouver une opportunité. Le premier plan que j'ai dessiné avant celui-là, je l'ai emmené à l'armée de l'air, mais depuis, rien n'a été fait à ce sujet. C'est resté en suspens et ça a été emporté par le vent. En fait, ils m'ont dit qu'ils me mettraient en place un programme pour m'emmener faire des études, mais depuis, je suis ici et rien n'a été fait à ce sujet. Sans formation ni soutien financier, le souhait de Georges pourrait être compromis, mais il ne renonce pas pour autant à son rêve de devenir un jour l'un des acteurs du secteur aéronautique en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.